Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de livres tels que War Diaries, The Russia-Ukraine War. Merci d'être de retour dans l'émission. Avec plaisir. L'actualité majeure, évidemment, c'est la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska. Après 3 ans et demi depuis que la Russie a lancé son opération militaire spéciale, la majeure partie de ce temps, l'Occident a boycotté la diplomatie dans le but d'isoler la Russie. Nous avons désormais eu une rencontre entre les présidents russes et américains. Et les réactions immédiates, bien sûr, ont varié de l'optimisme extrême à la panique totale, surtout en Europe. Les médias, en particulier, sont hostiles aux efforts diplomatiques. Et il y a eu des tentatives pour présenter Trump comme faible, à moins qu'il ne se montre dur envers la Russie, ce qui est généralement ce que nous exigeons de tous les politiciens. Cela revient, selon moi, à prolonger la guerre. Mais encore une fois, c'est un sommet important. Et je voulais vous demander, quels sont, selon vous, les principaux enseignements de ce sommet? Eh bien, si nous avions eu cette discussion il y a 24 heures, j'aurais eu du mal à dire quelque chose que mes collègues n'avaient pas déjà dit, car tout le monde avait un micro devant soi dans les minutes qui ont suivi la clôture de la conversation. Mais, puisque nous parlons aujourd'hui, beaucoup d'informations récentes sont arrivées, que j'espère que nous pourrons examiner, car elles répondent à la question qui s'est immédiatement posée après les points presse. Donc je pense que ça a duré 12 minutes, 15 minutes c'était très court, juste après les discussions du sommet à Anchorage. La question qui s'est posée était, sur quoi les Russes et les Américains sont-ils d'accord? Parce que M. Poutine a dit oui, nous nous sommes rapprochés de la résolution du problème. Mais comment se sont-ils rapprochés? Aucune information n'a été communiquée par l'une ou l'autre des parties dans les minutes qui ont suivi le sommet. Tout cela a été révélé à la fois intentionnellement et par une fuite discrète à la presse par des personnes, j'en suis sûr, comme Macron. Il n'aurait pas pu résister à la tentation d'appeler des journalistes pour leur montrer tout ce qu'ils savaient et qui pouvait les intéresser. Ce que je veux dire, c'est que les accords de base conclus entre Trump et Poutine ont été révélés au cours des dernières 24 heures. La première révélation a eu lieu peu après, et les informations les plus importantes ne sont sorties, je dirais, qu'au milieu de la nuit ou tôt ce matin. La dernière information très importante, je l'ai lu largement rapportée dans le Financial Times, dans leur édition en ligne ce matin, portait sur la question territoriale, indiquant spécifiquement que Poutine avait proposé que la Russie reçoive ou devrait recevoir l'ensemble du territoire du Donbass, c'est-à-dire les 2 oblasts de Donetsk et de Lugansk, et qu'elle serait prête à un compromis sur les 2 autres oblasts, qui font partie de ce que l'on appelle la Nouvelle Russie. Il s'agit de Zaporizhia et de Kherson. Dans ces 2 derniers oblasts ou régions, la Russie accepterait un gel sur la ligne de confrontation. Dans les 2 premiers cas, c'est-à-dire à proprement parler, le Donbass, comprenant Donetsk et Luhansk, la Russie insisterait pour que l'Ukraine se retire complètement de ces territoires afin que la Russie reçoive des terres qu'elle n'a pas encore conquises. Notre presse mensongère a déclaré « Ah oui, les Russes ne contrôlent qu'environ 50% du territoire qu'ils exigent désormais qu'on leur cède. » Tout d'abord, sur les 2 oblasts, les Russes détiennent 98%, voire 89% de Luhansk. Luhansk a été le plus facile à reprendre pour eux dès les tout premiers jours de l'opération militaire spéciale. C'était le cas. Et en ce qui concerne Donetsk, avant le début de l'offensive estivale, les Russes en contrôlaient environ 50%. Maintenant, ils en détiennent 70%.
Dès le départ, ce que nos chaînes CNN et BBC nous racontent est fabriqué. La concession porte sur le temps et des vies, car il est évident pour toute personne ayant des connaissances militaires que les Russes prendront l'ensemble du Donbass en quelques semaines. Le récit venant de Kiev affirme qu'en abandonnant Slaviansk et Kramatorsk, deux villes fortifiées situées entre la ligne actuelle de confrontation autour de Pokrovsk à l'est et le fleuve Dniepr, l'Ukraine renoncerait à sa capacité de résister à une nouvelle offensive russe à travers le Dniepr vers le reste du pays. Eh bien, ce sont les mêmes mensonges et fabrications qui ont alimenté le récit ukrainien, répété sans cesse par les États-Unis et les alliés européens au cours des 3 dernières années. Je pense que la plupart d'entre nous, qui avons la tête sur les épaules, comprennent que la Russie ne chercherait jamais volontairement à prendre un territoire ukrainien en Ukraine de l'Ouest, car cela relèverait vraiment de l'occupation et non de la gouvernance. Il s'attendrait à rencontrer beaucoup de difficultés pour administrer cette région. Ainsi, l'ensemble de l'histoire sur les intentions des Russes est désormais clair. L'autre question, plus mineure, qui a émergé et qui est le premier signe avant-coureur, que je n'ai pas mentionné il y a un instant, c'est que M. Trump a annoncé avoir changé d'avis et qu'il est désormais essentiellement aligné avec Vladimir Poutine sur le type d'accord actuellement sur la table. Auparavant, il était aligné avec les Européens et avec Kiev, affirmant qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et cela allait être imposé à la Russie. Ce sommet était censé se conclure par la signature d'un cessez-le-feu par Poutine, et ainsi de suite. Ce que nous avons maintenant, c'est Trump aligné avec Poutine, en affirmant que cela n'a aucun sens, que ce n'est que provisoire, que cela peut être annulé, et que ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable traité de paix. La différence est très significative. Les Ukrainiens font de leur mieux pour embrouiller le grand public sur la nature de cette différence et pour suggérer qu'une véritable paix ne ferait que préparer le terrain à une nouvelle offensive russe contre eux. Les Européens essayent d'entraîner Trump dans l'idée que lorsque cette paix sera signée, il faudra alors des forces de maintien de la paix pour la faire respecter. Tout cela n'est que pure propagande et mensonge. Ce que M. Poutine souligne, c'est que nous devons résoudre les problèmes sous-jacents à cette guerre, éliminer les questions qui nous divisent et qui ont provoqué le conflit. Et si cela est inscrit dans un traité de paix, il n'y a pas besoin de forces de maintien de la paix, car il n'y a plus de conflit susceptible de reprendre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec l'Europe qui campe sur ses positions, cherchant n'importe quelle logique, aussi impossible et peut-être irrationnelle soit-elle, comme ce que je viens de décrire, selon laquelle un traité de paix ne ferait que préparer le terrain pour la prochaine guerre. Eh bien, c'est une interprétation très intéressante de ce que sont les traités de paix. J'imagine que lorsque les traités de paix sont désastreux, comme celui de Versailles, c'est vrai. Mais si les traités de paix sont conçus par des personnes intelligentes, capables de compromis, de diplomatie et de bonne volonté, alors un traité de paix est un traité de paix. Et il ne faut pas le confondre avec une simple trêve. Donc cela s'est produit au cours des dernières 24 heures. Et c'est révélateur. Si je peux aller un peu plus loin, je ne veux pas que ce soit un long discours ou une conférence. Je veux dire que nous vivons vraiment, Glenn, dans un âge sombre. C'est très triste à dire, mais j'ai écouté ton interview hier avec le membre du Parlement, l'ancien fonctionnaire allemand de l'ONU, qui parlait du manque de respect, du manque de diplomatie. Permets-moi de reformuler cela. Nous vivons au Moyen Âge. C'est une période de haine, une période de propagande ignoble, une période d'impunité, où ceux qui ont commis des crimes, y compris des crimes graves et de la trahison, s'en sortent sans jamais être traduits en justice et sans craindre que leurs crimes soient pleinement
pleinement révélés et qu'ils en paient le prix. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et c'est terrible. Je ramène cela aux États-Unis, à M. Obama, qui n'a jamais rien fait contre ceux qui étaient coupables de l'invasion de l'Irak. Donc, ils étaient tous là. M. Cheney était dehors. Ah oui, mon dernier commentaire concerne la première réaction de la presse britannique et aussi de certaines presses américaines. Comment ont-ils réagi à la chaleur et à la cordialité de l'accueil de M. Trump envers Poutine? Eh bien, soit M. Trump se fait manipuler par Poutine, ce qui est étrange, puisque la chaleur et la cordialité ont précédé les discussions. Alors, que font-ils? Ils nous rappellent. Ils se rencontrent en Alaska parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où M. Poutine et Trump peuvent se voir. Parce que, tu te souviens de ça? M. Poutine est un criminel de guerre. Un criminel de guerre. Et il a été condamné par la Cour pénale internationale. Eh bien, ils ont ressorti cet argument au cas où l'un d'entre nous l'aurait oublié. Cette parodie totale de justice concernant le soi-disant enlèvement de milliers, ou peut-être de quelques dizaines, d'enfants ukrainiens qui se trouvaient en pleine zone de guerre, sans parents ni tuteurs. Bref, voilà ma longue introduction à la situation actuelle. Eh bien, vous avez raison à propos de la haine, et du reste d'ailleurs. Mais l'aspect de la haine est assez intéressant, car pendant la guerre froide, lorsque vous parliez à Staline, à Khrouchtchev ou à n'importe qui de l'autre camp, il y avait tout de même un certain respect. On s'adressait à eux correctement. Il y avait de la diplomatie. On pouvait discuter quelles sont leurs véritables préoccupations en matière de sécurité. Comment pourrions-nous les intensifier? Comment pourrions-nous les atténuer? Rien de tout cela n'existe aujourd'hui. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est obligé de haïr. La haine devient une façon d'afficher notre moralité. Alors, comment peut-on rencontrer un criminel de guerre? J'ai même eu des militaires qui m'ont demandé « Comment peut-on faire de la diplomatie quand quelqu'un a attaqué un autre ?» C'est justement dans ces moments-là qu'il faut de la diplomatie. Je veux dire, ce sont des personnes qui occupent des postes de direction, et elles tiennent un discours empreint d'un moralisme excessif, ce qui rend impossible toute action réellement bénéfique dans le monde, en dialoguant avec l'autre camp. Mais en ce qui concerne ce qui semble être une réalisation clé, pour, je suppose, la réalisation de la paix, ce serait que Trump, comme vous l'avez dit, s'est éloigné du cessez-le-feu, ce qui ne signifie pas la paix, et s'est orienté vers le traitement des causes profondes. Pour moi, c'est intéressant, parce qu'en Europe, depuis les années 1990, nous avons décidé, créons une nouvelle Europe organisée autour de l'UE et de l'OTAN. Tout le monde devrait en faire partie, sauf la Russie. Et la Russie ne devrait pas non plus avoir de droit de veto ou de regard sur ce que nous faisons, puisqu'elle ne fait pas partie de l'OTAN. Donc essentiellement, nous avons créé et institutionnalisé l'exclusion de la Russie de l'Europe. Et nous avons en quelque sorte fait comme si la Russie n'existait plus. Mais en réalité, tout ce que vous faites, en refusant à la Russie toute voix au sein des institutions internationales pour défendre et représenter ses intérêts en matière de sécurité, c'est de laisser l'option militaire comme la seule possible. Et à ce stade, créer les conditions pour, eh bien, seulement un cessez-le-feu, puis nous mettrons des forces de maintien de la paix, ou peu importe comment vous les appelez, cela ne fonctionnera pas. C'est du bon sens. Si vous voulez mettre fin au conflit militaire, il faut ouvrir un conflit politique, avec des institutions où les Russes peuvent aussi s'asseoir à la table et dire « Écoutez, vous ne pouvez pas mettre vos missiles à nos frontières. Nous ne pouvons pas les mettre au Mexique. Vous ne pouvez pas les mettre là-bas. » Et ensuite, trouver un accord commun. C'était autrefois du bon sens. Mais encore une fois, il était autrefois évident de se parler avec un minimum de respect,
et de ne pas criminaliser la diplomatie. Mais cela semble appartenir au passé. En ce qui concerne la résolution de la question ukrainienne, c'est assez important. Je trouve intéressant d'accepter le postulat russe selon lequel il faut s'attaquer aux causes profondes. Nous avons en quelque sorte eu la confirmation de cela par tous les Européens qui sont maintenant en pleine panique. Ce que j'ai trouvé intéressant, cependant, c'est qu'il semblait aussi y avoir une forte insistance sur le bilatéralisme, c'est-à-dire que la Russie et les États-Unis ne sont pas simplement otages de ce qui se passe en Europe. Je me demandais comment vous interprétiez cette focalisation sur les relations bilatérales. Eh bien, je suppose que si je devais choisir un moment, mais je veux revenir sur la question de la haine et sur celle du respect, du manque de respect que vous avez évoqué. Il y a quelque temps, lorsque j'étais en correspondance régulière avec le professeur Stephen Cohen, il m'a insisté, alors que j'étais sur le point d'écrire quelque chose à propos de la visite de George Soros à Bruxelles et de son incapacité à se souvenir de quoi que ce soit sur scène. J'étais sur le point de mentionner la sénilité dans mon article. Il m'a mis en garde. C'était il y a 10 ans. L'homme est toujours en vie. Il m'a averti que l'argumentation ad hominem est vraiment inacceptable dans le discours académique. Je n'étais pas d'accord et je ne le suis toujours pas. Les Russes, comme vous l'avez probablement remarqué, puisque vous y avez passé pas mal de temps, ne croient plus à la phrénologie. Ils n'accordent plus beaucoup d'importance à la forme du crâne de quelqu'un. Je veux dire, la partie supérieure, par exemple, ou l'arrière. Mais ils prennent la physiognomonie très au sérieux. Ils prennent l'expression du visage très au sérieux. Et les Américains font semblant que cela n'existe pas. Quiconque suivait Dick Cheney devait comprendre que cet homme était mentalement malade, rien qu'à son sourire de travers. Mais on ne pouvait pas vraiment en parler, parce que c'est une remarque ad hominem. Je veux dire, mais son sourire, curieusement, comme son nez ou ses oreilles, le sourire est quelque chose que l'on façonne. Et cela en dit long sur ce qui se cache derrière le visage. Mogherini, elle est devenue mentalement malade en service. On pouvait voir la tension sur son visage et elle a perdu sa concentration. Elle n'était pas à la hauteur du poste. Très bien, j'ai fait valoir mon point de vue. Que peut-on dire de la déchéance de la culture politique en Occident? Nous connaissons la déchéance des États-Unis. Elle n'a jamais été très élevée, à quelques exceptions près. Mais même à partir de ce niveau moyen, elle a décliné depuis les années 1990. En Europe, c'est un effondrement intellectuel. Quand j'étais jeune aux États-Unis, j'entendais des gens dire « Oh, les Britanniques, oh, ils parlent si bien ». Ils ont toujours eu des gens issus de la haute société à la tête du gouvernement. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Ils ont eu une succession d'idiots, que la City de Londres elle-même a dénoncé lorsqu'ils ont évincé. C'était atroce, non? J'ai oublié qui, celle qui n'a duré que 6 semaines, moins longtemps qu'une laitue iceberg, parce qu'elle était intellectuellement incompétente. Que peut-on dire de Kallas? Elle est la risée en Russie. Que peut-on dire d'Annalena Baerbock? Que l'Allemagne ait dans son gouvernement une idiote pareille, je veux dire, c'est une idiote, c'est impensable. Alors comment peut-on attendre du respect, de la diplomatie et tout le reste de la part de gens qui sont des sauvages, sans éducation, sans aucune connaissance, des gens qui parlent d'un changement d'opinion à 360 degrés? C'est au-dessous de tout. Je pense que nous devons examiner les processus démocratiques qui mettent ces imbéciles au pouvoir avant de commencer à dire « Eh bien, ils voient ceci » ou « Ils ne voient pas cela ». Il faut réévaluer tout cela. Ici en Belgique, nous avons d'excellents politologues qui passent beaucoup de temps à discuter des processus électoraux parce que nous avons cette situation folle de 2 nations sous un même toit, les Flamands et les francophones.
Ils essayent donc de trouver des solutions très inventives et progressistes à ces problèmes. Ce genre de créativité doit être davantage utilisé en Europe pour trouver des solutions permettant de mettre en avant des personnes compétentes. Elles ne sont pas là. Et dans ces circonstances, on assiste à la réaction folle au sommet d'hier que l'on voit à la une des journaux européens. Ils ne sont tout simplement pas à la hauteur du défi. Vous avez abordé dans certaines de vos émissions récentes cette question de l'Europe qui devient géopolitiquement insignifiante. Eh bien, c'est à cause du faible niveau de la culture politique dans l'Europe d'aujourd'hui. Il n'y a pas de grands personnages. Il y a des gens courageux comme Orban et Fico, mais il n'y a pas de grands personnages. Je ne veux pas dire que les grands personnages sont toujours des gens sages ou sympathiques, mais leur capacité intellectuelle, leur aptitude à appréhender les grandes questions, cela n'existe pas aujourd'hui. Je suis désolé, maintenant que je me suis égaré sur ce sujet, j'ai perdu le fil de votre question. Pourriez-vous me la rappeler? Je voulais poser une question sur l'accent mis sur le bilatéralisme. Mais si je peux juste faire un commentaire rapide sur l'entretien que j'ai eu hier avec Michael van der Schulenburg. Il n'est pas seulement membre du Parlement européen, mais en tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies, il a passé 34 ans dans des zones de conflit. Il ne vivait pas en Allemagne en prenant l'avion pour s'y rendre. Il résidait sur place. Il avait des maisons. Il a vécu dans les zones de conflit pendant 34 ans. Et le voir aujourd'hui, vous savez, il voyait de l'espoir dans toutes ces régions. Mais en Europe, aujourd'hui, il semble complètement abattu, consterné. Il ne voit aucune solution parce que personne ne s'attaque au problème. Et j'ai eu la même impression dans ce pays aussi. Si vous critiquez, parce qu'on m'a dit que je critique beaucoup l'Europe, mais oui, c'est vrai. Je pense que l'on critique pour corriger le cap, mais bien, si ça ne te plaît pas, alors tu ne devrais plus vivre ici. C'est ça, la mentalité. Si tu aimes l'Europe, alors tu dois soutenir toutes les politiques des von der Leyen et des autres de cet asile de fous. Ou bien, si tu te soucies de l'Ukraine, tu es censé envoyer encore plus d'armes et prolonger la guerre, même si je sais que cela ne mènera qu'à la destruction de ce pays. Ils ne pourront jamais reconstruire. Ils n'auront ni le territoire, ni la population, ni les infrastructures. Ça n'a aucun sens. Mais c'est la mentalité en Europe aujourd'hui. Il faut obéir et soutenir n'importe quelle politique insensée. Sinon, tu es du côté de leurs ennemis. C'est quelque chose. Toute raison a disparu, je crois. Bref, je pense que le bilatéralisme était la direction que je prenais. Eh bien, cela a déjà été le cas par le passé, remontant à la chute de l'Union soviétique et à la nouvelle ère prometteuse qui s'est ouverte dans les années 90. J'avais des collègues qui étaient tellement enthousiastes à l'idée d'une amitié et d'une coopération américano-russe, une coopération stratégique dans tous les domaines. De mon point de vue, à la fin des années 90, ils disaient toujours cela. Et moi, je me disais, mon Dieu, nous avons juste de la chance de ne pas être sur l'un de ces fronts en ce moment, et vous voulez être des alliés stratégiques. C'est tout simplement déraisonnable. Mais si l'on revient à ce qui sous-tend une telle coopération stratégique, il y a généralement une dimension économique, et le commerce en fait partie. Lorsque M. Nixon a mené sa politique de détente avec l'Union soviétique, il encourageait activement les chefs d'entreprise américains à s'y rendre, à faire des affaires, à commercer et à investir dans les capacités de production là-bas. Dans ce cas, à ma compréhension, il n'existe vraiment pas de base pour le bilatéralisme entre les États-Unis et la Russie. Leurs économies n'ont jamais été complémentaires de la même manière que les relations russo-européennes l'étaient. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays n'a jamais été très important. Ce n'est pas qu'il a chuté depuis des sommets,
Il n'a jamais atteint de sommet, non pas par manque de volonté, mais parce que l'économie n'a pas rapproché les gens, comme elle a pu rapprocher, par exemple, les Allemands et les Russes dans le domaine de l'approvisionnement énergétique et des matières premières. Ce qui était d'ailleurs un argument avancé par M. Macron lorsqu'il considérait encore la Russie de façon positive. Donc, cette base très solide pour un véritable bilatéralisme n'existe pas. Et ceux qui plaident pour le projet d'un tunnel ferroviaire ou d'un pont à travers le détroit de Bering, ce sont des jouets. Ce n'est pas sérieux. Cela ne va pas constituer une base pour un véritable bilatéralisme. Les États-Unis et la Russie ont des intérêts dans la gouvernance mondiale, ce qui devrait suffire à justifier des relations correctes et une coopération dans de nombreux domaines de la sécurité globale. Mais aller plus loin, développer des relations culturelles, établir des liens économiques d'une grande ampleur, n'est pas raisonnable si l'on considère les conditions de base de qui produit quoi et qui achète quoi. Ce n'est pas le cas. Pourtant, comme je l'ai dit, les intérêts géopolitiques communs devraient suffire à justifier le bilatéralisme. Quant au reste du monde, eh bien, le bilatéralisme n'exclut pas que les deux participent à des sociétés régionales de commerce et à d'autres intérêts, y compris technologiques. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Bien sûr, la Russie ne va pas fermer la porte aux BRICS pour entretenir de bonnes relations avec les États-Unis. Quant à M. Trump, il est occupé à fermer la porte au monde. Donc cette question ne se pose même pas pour lui. Ai-je répondu à cela? Je veux dire, de la façon dont vous l'attendiez, ou n'ai-je pas répondu à la question comme vous le souhaitiez? Oui, eh bien, je pense que, oui, il y a bien sûr des limites à la participation économique. Mais comme vous l'avez dit sur le plan géopolitique, le contrôle des armements, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais même dans le domaine économique, je ne pense pas que la Russie va s'éloigner des BRICS. Je pense que cette initiative de la Grande Eurasie qu'ils poursuivent actuellement, qui a remplacé leur objectif d'une Grande Europe incluant la Russie, est bel et bien permanente. Mais les Russes veulent, je suppose, un meilleur équilibre des dépendances. Ils ne veulent donc pas d'une dépendance excessive envers un acteur comme la Chine, qui est plus puissant qu'eux, étant donné que la Russie sera toujours plus dépendante de la Chine que l'inverse. Ils ne peuvent pas être des économies égales. Mais l'asymétrie peut être compensée s'ils diversifient simplement, ont plus de partenaires et ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Et je pense que de ce point de vue, il serait dans leur intérêt d'avoir de meilleures relations commerciales avec les États-Unis. Également plus de prévisibilité, je dirais, ce qui serait bénéfique pour les deux parties. Mais non, je pense que si l'ambition de Trump est que la Russie tourne le dos à la Chine, c'est une illusion. Cela n'arrivera pas. Mais en ce qui concerne ce que l'on peut tirer du sommet en Alaska, je suppose que l'une des raisons pour lesquelles on peut en apprendre davantage maintenant, par rapport à il y a 24 heures, c'est qu'une rencontre va déjà être organisée entre Trump et Zelensky lundi, si je ne me trompe pas, ce qui est dans seulement quelques heures. Mais selon ce qu'ils vont aborder, savez-vous de quoi il s'agira exactement? Et cela vous dit-il quelque chose sur la façon dont s'est déroulée la rencontre entre Poutine et Trump? Eh bien, les Européens comptent sur, ils préparent Zelensky à la rencontre avec Trump en partant du principe que s'il est correctement briefé, il pourra éviter de franchir des points sensibles avec Trump et éviter le genre d'explosion qui s'est produite il y a 6 mois lorsqu'ils se sont rencontrés dans le bureau ovale et qu'il pourra retourner Trump. Après tout, nous savons tous que Poutine a manipulé Trump. Trump parlait de cessez-le-feu en arrivant au sommet, il parlait de traité de paix en repartant du sommet. Donc, eh bien, je pourrais le retourner à nouveau. Je pense qu'il passe à côté de l'essentiel.
I think they're missing the point. What Trump has only let out. Ce que Trump a seulement diffusé, ce sont de fausses informations, des informations trompeuses, pour déstabiliser ses adversaires, pour désorienter la presse sans jamais se laisser influencer par qui que ce soit. Il ne met en place que très progressivement ce qu'il avait sûrement déjà en tête auparavant. Cela soulève toute la question. Que sait-il vraiment? Je veux dire, beaucoup de mes collègues supposent qu'il est superficiel, qu'il manque de concentration, qu'il change d'avis d'un jour à l'autre et qu'il est mal informé. Lorsqu'il répète que les Russes ont perdu 1 million d'hommes ou qu'ils en perdent 30 000 par mois, ils disent « Vous voyez, il reçoit de mauvaises informations de la part de ses assistants. » Je suis vraiment stupéfait par le manque d'imagination des anciens analystes de la CIA. C'est déprimant. Enfin, c'est peut-être une bonne nouvelle. Cela montre que la CIA ne dispose pas vraiment de beaucoup de talent analytique à un moment donné. Ce qui est... Je ne veux pas dire que toute l'institution est comme ça, mais quand je lis certains commentaires des analystes, je suis sidéré. Penser que Trump en saurait moins qu'eux est très étrange. Je suis sûr qu'il sait tout. Lorsqu'il a dit que la Russie est une machine de guerre, cela résume toute l'histoire. Il n'a pas besoin d'entrer dans les chiffres des morts. Il répétait les absurdités dont parle la presse, encore une fois, pour les déstabiliser, pour leur faire croire qu'ils pensent comme eux. Il est très improbable qu'il pense comme eux ou qu'il ait cru à toutes les absurdités racontées sur l'état réel du champ de bataille. Donc, je pense qu'il est bien informé. Je pense qu'il a sa propre stratégie sur la suite des événements. Et cela nous amène à la question que vous venez de soulever. Que va-t-il se passer demain? Je pense qu'il va répéter ce qu'il a dit à Zelensky au téléphone, qu'il a adopté la position des Russes concernant la manière dont cette guerre doit se terminer et selon quel calendrier. Et cette partie de la fin de la guerre implique que l'Ukraine concède une fois pour toutes, pas temporairement, mais probablement de jure, qu'elle a perdu le Donbass et des parties des 2 autres régions que j'ai mentionnées, la partie de la Nouvelle-Russie qui est Zaporizhia et Kherson, et qu'elle n'aura pas d'armée au-dessus d'une certaine taille, et qu'elle ne fera pas partie de l'OTAN, ni n'y entrera. Quand on regarde les commentaires venant d'Europe aussi récemment qu'hier, disant « Oh, ce n'est que temporaire, ils ne peuvent pas entrer dans l'OTAN », ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas Trump. Il l'a clairement dit, jamais. Ensuite, il y a toute la question de la coalition de volontaires, la volonté de mettre des troupes, des soldats sur le terrain en Ukraine afin de protéger l'Ukraine d'une nouvelle agression russe. Je pense que les informations diffusées par les Européens, selon lesquelles Trump serait d'accord, même s'ils ne savent pas dans quelle mesure les États-Unis participeront, je pense que c'est de la fausse information. Je crois qu'ils essayent encore une fois de le piéger en lui prêtant des propos qu'il n'a jamais tenus, ou, s'il les a tenus, des paroles qu'il n'avait jamais l'intention de mettre en œuvre. Car sa manière de traiter avec ses adversaires consiste généralement à ne pas les contredire directement, mais à leur dire ce qu'ils veulent entendre, puis à faire ce qu'il veut. Donc, la réunion de demain sera, à mon avis, très difficile pour M. Zelensky. Je pense que les Européens n'en tireront aucune satisfaction. Et j'imagine que Trump est en train de préparer le terrain pour tourner le dos à l'Ukraine et aux Européens lorsqu'ils montreront qu'ils mettent des bâtons dans les roues, comme l'a dit M. Poutine lors de sa conférence de presse après le sommet. Eh bien, il y a, je suppose, 2 hypothèses différentes concernant la rhétorique de Trump, qui changent souvent. Comme vous l'avez dit, la première que j'entends le plus souvent, c'est qu'il est mal informé, qu'il ne sait pas ce qu'il dit, ou qu'il est simplement stupide.
Mais, alternativement, comme vous l'avez suggéré, il faut aussi reconnaître la réalité selon laquelle il se trouve dans une position difficile, car il doit naviguer entre deux positions qui semblent irréconciliables. D'un côté, il y a non seulement des alliés hostiles en Europe, Zelensky, et en effet l'establishment politique de Washington, qui ne veut rien de ce qu'il essaie de faire. Et de l'autre côté, il y a la Russie, avec des exigences assez élevées concernant ce qu'elle souhaite dans cet accord de paix, étant donné que cela dure sans solution depuis maintenant 30 ans. Eh bien, cela m'a un peu rappelé une interview que j'ai réalisée avec Fyodor Lukyanov. Il occupe en fait plusieurs postes. Nous travaillons ensemble dans le même département à Moscou. Chaque année, au club de discussion de Valdai, c'est lui qui est assis à côté de Poutine pour l'interviewer. Il a soulevé un bon point, car je lui ai demandé « Que pensez-vous du changement de rhétorique de Trump, qui oscille sans cesse ?» Il a répondu qu'il fallait voir à quel moment il commence, car les Européens, bien sûr, boycottent toute diplomatie. Ils ne veulent pas parler à la Russie. Zelensky a exclu toute discussion avec la Russie. Il ne veut ni négociation, ni diplomatie, seulement plus d'armes. Tout le reste est inacceptable. Mais Lukyanov faisait remarquer, il suffit de regarder les étapes progressives. Et maintenant, 2 mois plus tard, la France discute de la possibilité de rouvrir la diplomatie avec la Russie. Zelensky, lui, envoie son équipe, il rencontre les Russes, il discute, il cherche une solution à ce problème. Il doit donc y avoir un processus étape par étape. Donc c'est peut-être un peu des deux. Peut-être que Trump n'est pas vraiment au courant de toutes les informations, mais je pense, comme tu le dis, qu'ignorer ces positions difficiles entre les Russes exigeants et les Européens très inflexibles et exigeants, ainsi que Zelensky, qu'il doit gérer. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai aussi entendu une autre théorie, que je trouve également probable, que les États-Unis ne sont pas forcément si pressés d'abandonner tout contrôle sur la Russie, mais qu'ils veulent plutôt en confier la gestion aux Européens. Je me demandais ce que tu en pensais. Eh bien, cela aurait certainement été une bonne interprétation avant que M. Trump et ses associés ne démantèlent la CIA, ne démantèlent le National Endowment for Democracy, avant qu'ils n'évincent tous les mauvais éléments qu'ils pouvaient trouver du gouvernement fédéral. Je ne sais pas qui poursuit ce type d'intervention, cette intervention néoconservatrice. Peut-être que c'est simplement la Fondation Soros ou des organisations similaires. Il est certain que les Britanniques sont profondément impliqués dans tout cela, probablement bien plus responsables de ces développements néfastes que ne le sont les Américains. Le problème avec Trump, et ce qui me met dans une position délicate, c'est le contraste saisissant entre ce qu'il fait en tant qu'artisan de paix en Ukraine et ce qu'il fait en tant que facilitateur du génocide à Gaza. Quand j'ai écouté, je crois que c'était Politico, oui, une interview ce matin sur la BBC à propos de M. Trump en tant qu'artisan de la paix et de la douleur qu'il ressent en entendant parler de personnes tuées à la guerre. Que puis-je dire? Ce n'est pas le Trump pour lequel je me fais l'avocat, pour ainsi dire. Je soutiens ce qu'il fait en Ukraine. Je pense que c'est bien planifié, qu'il est très bien assisté par Steve Witkoff pour le maintenir sur la bonne voie, pour garder sa réflexion solide. Mais bien sûr, il travaille avec ce même Witkoff, menant cette coopération très malsaine avec le gouvernement de Netanyahou dans un génocide. Donc c'est un tableau mitigé, très mitigé. Mais penser qu'il change d'avis d'un jour à l'autre, non, je ne peux pas supporter ça. Il est clair que cet homme a un engagement très fort à trouver la paix en Ukraine. Non pas parce qu'il aime la paix ou qu'il s'inquiète des morts, mais à cause de choses bien plus importantes. Sa volonté de remodeler la géopolitique mondiale.
Et oui, bien sûr, tu as raison. L'idée de séparer la Russie de la Chine est une obsession pour beaucoup de gens dans son entourage, à commencer par Rubio, son secrétaire d'État. Cela oriente donc certainement son attention vers la Russie et ses tentatives de traiter diplomatiquement et cordialement avec M. Poutine. Je pense que la Russie aurait été plus vulnérable à être influencée par cela plus tôt, parce qu'à partir de 1994, lorsqu'ils ont établi l'OSCE, ils pensaient « D'accord, maintenant nous avons enfin une Europe inclusive ». Puis est arrivé 1999 avec l'élargissement de l'OTAN. Et ils ont toujours essayé de trouver un accord. Sous Medvedev, en 2008, ils ont proposé une nouvelle architecture de sécurité européenne. En 2010, Poutine a avancé l'idée d'une union UE-Russie, et cela a continué jusqu'en 2014. Mais 2014, je pense que c'est là que les choses ont commencé à se briser, et qu'ils ont entamé le basculement vers l'OTAN, passant de la Grande Europe à la Grande Eurasie. Cependant, en 2022, je pense que cela a définitivement scellé la situation. Mais si cela s'était produit en 2008, 2007 et 2008, lorsque Poutine a prononcé ce discours à Munich, je pense que c'était en quelque sorte la dernière chance d'accepter d'inclure la Russie dans cette Europe qu'ils étaient en train de construire. Je pense qu'il est tout simplement trop tard à ce stade. De plus, ils ne voient pas d'avenir en Europe, même si c'est aussi un point important. Ce n'est pas seulement qu'ils perçoivent l'Europe comme hostile et stagnante, mais aussi que les Russes ont moins de bagages historiques en Asie et qu'il y a plus de géants là-bas. Ils ne sont pas autant craints ou détestés et les économies sont meilleures. Il est difficile de contester cela. Si l'on part du principe de départ, ce qui est dans l'intérêt de la Russie, on comprend assez bien pourquoi ils ne se tournent plus vraiment vers l'Europe. Ne parlons pas de l'Europe. Parlons de qui dirige l'Europe. Celui qui dirige l'Europe, c'est l'Allemagne. Et la responsabilité de cette occasion manquée incombe directement à l'Allemagne, avec Merkel en 2008. Vous avez mentionné l'initiative Medvedev, je l'ai suivie de très près lorsqu'elle a été lancée. Elle a été très mal préparée par les Russes. M. Lavrov a tenté de la relancer après qu'elle ait été écartée de façon décisive par Merkel pour essayer de lui redonner vie, car le texte que Medvedev avait publié, et je crois qu'il l'a publié sur les réseaux sociaux, il essayait d'être dans l'air du temps, très moderne. L'Amérique avait encore la diplomatie publique comme étendard, et il a essayé de s'en servir. Bref, cela a été mal fait. Néanmoins, elle l'a rejeté d'emblée. Nous avons la sécurité assurée. Ça s'appelle l'OTAN. Ne nous dérangez pas. Et cela a été une occasion perdue désastreuse, car M. Medvedev, disons qu'il était le remplaçant de Poutine, mais il était le président, et il n'avait pas une pancarte sur la poitrine disant « remplaçant ». Il pouvait faire quelque chose, signer quelque chose, négocier quelque chose. Et tout le monde disait « Oh Merkel, elle parle russe, elle s'entend avec eux, c'est l'intermédiaire avec les Russes », et ainsi de suite. Elle détestait les Russes depuis son enfance, évidemment, et elle les méprisait de la manière la plus grossière. En 2012, lorsqu'elle a mis fin à toute discussion sur la suppression des visas, elle a déclaré « Nous n'allons pas laisser ces escrocs entrer dans notre pays », comme si chaque Russe était un oligarque. Et tous ces oligarques, voleurs, sont quand même entrés dans le pays, alors que les citoyens ordinaires n'ont pas pu le faire. Elle a été le point de départ de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je dis cela parce qu'elle avait le contrôle de la nomination du président de la Commission. Juncker a été nommé sur sa suggestion parce qu'il était gérable au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'ils avaient des dossiers sur lui. Il était donc sous son contrôle.
le Parlement européen était effectivement sous son contrôle, car le Parti populaire européen, même à l'époque, certainement en 2015, avait le contrôle total du Parlement européen. Et elle a manqué l'occasion. Pourquoi? Ce n'était pas un accident, parce que l'Allemagne avait opéré le changement. L'Allemagne ne s'intéressait plus à l'Est. L'Allemagne s'intéressait à la Mitteleuropa. L'Allemagne avait trouvé d'excellentes colonies en Pologne et en République tchèque pour une main-d'œuvre très bon marché afin de faciliter son industrie d'exportation de biens manufacturés. Ils n'ont jamais installé, en particulier en Pologne, de production en cycle complet. Ils ont mis en place une production de pièces et de composants. Ainsi, les Polonais n'avaient rien. Les Allemands avaient tout. Ils récoltaient tous les profits issus des exportations. Et étant donné que les intérêts économiques de l'Allemagne, le nombre d'Allemands employés grâce à la Mitteleuropa, dépassait sans doute de loin les 400 000 Allemands en 2015, dont on disait qu'ils devaient leur emploi au commerce avec la Russie. L'Allemagne a pris une décision économique. Le Mittelstand a décidé que Mitteleuropa, les amis au sein de l'ancien bloc soviétique, étaient plus précieux pour eux que de bonnes relations avec la Russie. Et il se trouve que ces pays, la Pologne et les pays baltes, détestent la Russie. Et l'Allemagne a rejoint le clan des anti-russes. Donc, je dis que nous pouvons parler des erreurs de l'Europe, mais je pense que nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de l'essentiel aujourd'hui, compte tenu de la position de M. Merz. Il ne sort pas de nulle part. Il est le résultat direct de ce revirement allemand contre la Russie. C'est un cas aggravé, un cas extrême, mais c'est la même ligne que l'on retrouve en 2008. C'était encore mieux en 2014 avec les accords de Minsk auxquels elle a participé. Elle était anti-russe et elle et l'Allemagne contrôlaient les institutions européennes. Oui, comme nous l'avons dit, la proposition de 2008 de Medvedev pour une nouvelle architecture de sécurité européenne ne prévoyait en réalité ni le remplacement ni la dissolution de l'OTAN. Elle reconnaissait simplement que nous avons besoin d'un cadre pan-européen plus large, car l'OTAN est un bloc militaire. Sa sécurité est à somme nulle. Elle n'adhère pas au principe de sécurité indivisible. Donc, afin d'éviter de nous retrouver dans une situation où les États frontaliers, que ce soit l'Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie, doivent choisir entre l'Est et l'Ouest, et que nous déchirions la société en les tirant dans des directions opposées, il nous faut une architecture de sécurité commune pour ne pas finir avec une logique de somme nulle. C'était cela. Et ils ont rejeté la proposition. Voilà. Ils lui ont opposé une fin de non-recevoir. Et cela a été une erreur terrible. Ils ne connaissaient pas bien la Russie. Ils auraient dû comprendre que c'était l'homme le plus optimiste, le plus enjoué à diriger la Russie depuis, je sais pas, 200 ans. Il n'y avait personne comme Medvedev. Il était très bien disposé envers l'Occident. C'était une personne très ouverte. Et le confondre avec le Medvedev d'aujourd'hui est une énorme erreur. Il aurait pu être un bon ami de l'Europe. Et ils l'ont rejeté. Ils l'ont humilié. Je me souviens quand je vivais en Russie de la façon dont il parlait de lui. Il est faible, blablabla. Il s'est exposé et ils l'ont humilié. Encore une fois, c'est méconnaissable comparé au Medvedev d'aujourd'hui, qui, j'imagine, a tiré des leçons de son passé et est devenu très belliciste. Ma dernière question est plus mineure. Que pensez-vous de la rencontre qui a eu lieu en Alaska? Est-ce, comme certains l'ont suggéré, simplement pour s'éloigner le plus possible de l'Europe, sans être encombré par ce conflit? Non. Je pense que Trump a été conseillé. Je ne pense pas qu'il ait pris cette initiative lui-même, mais il avait certainement des conseillers très astucieux qui l'ont fait pour des raisons symboliques.
Et il y a tellement d'éléments de symbolisme dans le choix de l'Alaska. Certains ont été soulignés, notamment lors du point presse après le sommet, mais d'autres n'ont généralement pas été mentionnés. Comme je l'ai dit, la première chose que je voulais souligner, c'est que l'Alaska a été acheté, et cela pourrait servir de modèle pour mettre fin à la guerre en Ukraine, si quelqu'un voulait s'en inspirer. Il semble que personne ne le veuille. Et l'autre chose, c'est que malgré le fait que la région ne soit plus sous contrôle russe depuis 1867, je crois que c'est l'année de l'achat, il y a là-bas une communauté russe dynamique, y compris le patriarche, le métropolite, que Poutine a rencontré hier pour lui offrir 2 icônes de Moscou. Il existe de nombreuses communautés d'églises orthodoxes dans la région, dont les fidèles sont principalement des Esquimaux ou Inuits, pour être précis. Et la proximité physique rappelle à tous que la Russie et les États-Unis ne sont pas séparés par des océans, mais par 4 kilomètres de mer. Les 2 îles qu'ils possèdent, chacun au milieu du détroit de Bering. C'est important. Cela serait également, comme c'est le cas sur le sol américain, que les possibilités d'écoute téléphonique. Enfin, écoute téléphonique est un terme un peu désuet. Simplement d'espionner les échanges serait plus grande que si cela se déroulait aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite. Ne nous faisons pas d'illusions. Ces endroits doivent être truffés de micros. Et s'ils veulent une confidentialité totale, jusqu'au moment, bien sûr, où ils transmettent l'information à Macron sur ce qu'ils ont décidé. À partir de là, la confidentialité prend fin immédiatement. Néanmoins, s'ils voulaient quelques instants de confidentialité, c'était mieux garanti aux États-Unis. Cela donnait aussi à M. Trump l'occasion de faire survoler un B-2 au-dessus d'eux, juste pour rappeler à M. Poutine, au cas où il l'aurait oublié, que les Américains disposent tout de même d'un peu de technologie. Donc, à bien des égards, c'était très pratique. De plus, la question des droits de survol. Si la réunion avait eu lieu dans certains endroits, il aurait été difficile pour les Russes d'obtenir une autorisation de passage aérien. Ici, il n'y avait pas ce genre de problème. Ils ont simplement survolé leur propre territoire jusqu'à entrer dans l'espace aérien américain. Ce sont là des raisons. Bien sûr, il y avait aussi l'occasion pour Poutine de rendre hommage aux 9 aviateurs soviétiques russes, dont les tombes se trouvent juste à côté de cette base, et qu'il a visité après le sommet. Tous ces éléments sont très importants symboliquement, et ils permettent de distinguer cette rencontre de toutes les autres qui ont eu lieu ou auront lieu alors que la négociation de la guerre se poursuit. Chaque fois que les Russes veulent entrer en contact avec les Américains, ils évoquent généralement l'effort de guerre commun pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je suppose que cela pourrait aussi être un point positif. Ils partagent ce patrimoine culturel commun que l'on retrouve en Alaska. Le fait que l'Alaska ait été acheté en 1867, après la guerre de sécession, plutôt que prise par la force, facilite la célébration d'un héritage commun. Contrairement à ce qui se serait passé si le territoire avait changé de main de manière plus brutale. Oui, non, je ne sais pas. Je pensais, cela m'a vraiment surpris. J'aurais parié sur les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Donc je me suis trompé à ce sujet. Et Gilbert Doctorow, merci beaucoup pour votre temps. Maamissimo Maimi.